Je vous propose d'ouvrir les échanges de cette première table ronde qui a donc pour objet respecter les principes laïques dans des pays qui ne le sont pas. Nos établissements s'inscrivent dans des pays qui souvent ne sont pas laïques ou s'ils le sont, cette laïcité n'est pas celle que nous définissions communément sous le terme de laïcité à la française. Aussi, l'esprit de cette table ronde, c'est bien de définir la laïcité en contexte, tel qu'a pu l'évoquer précédemment Abdelnour Bidar, et de prendre la mesure de cet esprit de laïcité qui conduira les propos de la table ronde. En intervention introductive, je vous propose que nous écoutions dans un premier temps l'entretien avec Gaëtan Bruel, qui est COCAC à l'ambassade de France aux États-Unis. Directeur de l'AEFE, mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour à tous. Merci beaucoup à l'AEFE de m'avoir invité à m'adresser à vous, qui vous apprêtez à prendre ou reprendre des fonctions dans le réseau d'enseignement français à l'étranger. Je suis très heureux pour cette table ronde de vous rejoindre depuis les États-Unis, où je dirige depuis 2 ans les services culturels, éducatifs et universitaires de l'ambassade. Et à ce titre, avec le concours d'Olivier Boisson, chef du service des établissements scolaires, j'assure le suivi du réseau homologué. Aux États-Unis, nous avons 51 écoles, collèges et lycées homologués, et le dialogue entre l'ambassade et les chefs d'établissement est évidemment constant. Et justement, pour préparer cette table ronde, nous avons plus particulièrement échangé avec 2 chefs d'établissement, l'une de culture française basée sur la côte Est, l'autre de culture anglo-saxonne basée sur la côte Ouest. Tous 2 avaient, au cours de l'année scolaire écoulée, échangé avec une quinzaine de leurs collègues aux États-Unis sur les questions de laïcité. Ces échanges auxquels nous avons pris part avaient eu lieu à un moment où les questions de société atteignaient une grande intensité ici, aussi bien avant qu'après l'élection présidentielle de novembre 2020. L'éclairage que je suis heureux de partager rapidement avec vous reflète donc l'expérience du terrain américain telle que ces 2 chefs d'établissement l'ont synthétisé en lien avec notre équipe, en lien donc aussi avec beaucoup d'autres de leurs collègues. En bref, je dirais que la question de la laïcité dans nos établissements scolaires se trouve aux États-Unis incorporée à la question de société plus large de la diversité. Diversité au sens américain du terme, qui recouvre des enjeux de nationalité, race, ethnicité, couleur de peau, genre, orientation sexuelle, structure familiale, conditions socio-économiques, mais également capacité physique, capacité d'apprentissage ou encore langue pratiquée par les élèves. Le principal constat des chefs d'établissement français aux États-Unis, en effet, c'est l'attente et la demande accrue de diversité auxquelles doivent répondre leurs établissements, d'abord en matière de recrutement des élèves, recrutement des personnels, enseignants ou autres, recrutement aussi des membres bénévoles qui siègent dans les instances de l'établissement. Cette attente de diversité est elle-même soclée sur des catégories explicites et préexistantes, par exemple les catégories raciales énumérées dans les questionnaires remplis partout aux États-Unis par les employés et qui figurent de plus en plus dans les formulaires d'inscription scolaire qui concernent les élèves eux-mêmes. Ces catégories, ce sont par exemple blancs caucasiens, africains américains, moyen-oriental, autochtones, asiatiques, multiethniques. Les établissements doivent présenter chaque année leurs statistiques en matière de diversité de recrutement aux organismes américains d'accréditation. Ces accréditations, il faut le rappeler, sont indispensables pour être visibles et crédibles dans un environnement scolaire qui est très concurrentiel ici. Dans la relation aux familles, et en particulier aux familles américaines, est également attendue de l'établissement la création et l'animation d'un comité diversité, inclusion et équité qui soit actif et force de proposition. Les parents s'impliquent dans ces comités qui peuvent proposer des actions dans une série de domaines, notamment policy, c'est-à-dire ce qui concerne la politique ou les règles de l'école, professional development, la formation professionnelle, curriculum, les programmes, community, la communauté de l'établissement, scholarships, les aides financières ciblées en ce cas sur les questions de diversité. Dans le domaine des programmes scolaires, les comités diversité attendent une réflexion réelle du chef d'établissement et sont attentifs au contenu proposé, y compris hors établissement, par exemple sur des sites comme Learning for Justice. Les parents, surtout les parents américains, s'attendent à ce que des sujets tels que l'esclavage soient clairement inclus aux parcours éducatifs et que, par exemple, le Black History Month fasse l'objet d'une grande attention. Ils attendent plus largement de l'établissement une communication active sur les réseaux sociaux et une visibilité sur ces questions de société, Black Lives Matter, Asian Hate, Pride Month,
sont quelques exemples de cela. Et puis, comme le rappellent plusieurs chefs d'établissement, la séparation de l'Église et de l'État est vécue différemment ici. Aux États-Unis, la lettre de Jefferson de 1802, qui interprétait le premier article de la Constitution, établit la même séparation au fond que la loi française de 1905. Cependant, il y a une série de différences. On ne parle pas de vacances de Toussaint mais de Fall Break, on parle de Winter Break au lieu des vacances de Noël. Les écoles religieuses privées ne reçoivent pas d'aide publique. En revanche, la liberté d'expression américaine autorise les élèves à porter des signes religieux ostensibles, et c'est une différence notable. L'enseignement du fait religieux du programme français, en 6e notamment, peut, dans ce contexte où la laïcité fait l'objet d'une compréhension et de pratiques différentes, se trouver parfois en conflit avec les croyances de certaines de nos familles. Alors que nous enseignons l'histoire des religions et des personnes, certaines familles y voient une leçon religieuse. Et donc, on a parfois des enseignants qui peuvent se trouver en difficulté quand ils ouvrent l'horizon des élèves à d'autres croyances et que certains parents sont alors heurtés. Il est, je crois, important toutefois de bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un rejet des programmes français eux-mêmes. Nos programmes, en éducation morale et civique par exemple, correspondent très bien aux attendus de fond des familles. L'approche, la présentation des contenus de ces programmes, en revanche, appelle souvent des ajustements pour prévenir les incompréhensions qui pourraient survenir. Les établissements français ont donc un rôle à jouer pour présenter des perspectives différentes, même si parfois ils doivent faire face à des conflits culturels qui sont souvent implicites. Et dans ce contexte, je crois que la formation des personnels est utile et même nécessaire pour enseigner la diversité dans le contexte d'un établissement scolaire qui soit attentif aux valeurs de la laïcité à la française, telle qu'elle peut s'opérer aux États-Unis. La prise de conscience des stéréotypes et des biais implicites fait partie intégrante des formations dispensées au sein des établissements, souvent sur plusieurs mois, de façon à laisser le temps aux définitions, notions et concepts d'être bien compris et assimilés avant d'être partagés avec les élèves notamment. Je ne suis pas plus long, je l'ai déjà été un petit peu. J'espère en tout cas que ces quelques éclairages sur la manière dont la laïcité s'intègre donc dans un débat plus large sur le terrain américain, autour des enjeux de diversité, nourriront la discussion que vous allez avoir. Je souhaite en tout cas une excellente table ronde et je vous adresse mes vœux chaleureux de réussite et d'épanouissement dans les postes passionnants qui vous attendent. Merci beaucoup. De l'intervention de M. Bruel, je retiens deux éléments. Le premier, c'est que l'école française a un rôle à jouer pour présenter des perspectives différentes. Et la deuxième, c'est d'être attentif aux valeurs de la laïcité à la française telle qu'elle peut s'opérer aux États-Unis. Alors avec nos deux premiers interlocuteurs, que sont Sir Nawal Hakiki, qui est proviseur du Collège des 5 heures de Ain Jam, et puis Olivier Gauthier, qui est proviseur du Collège protestant de Beyrouth, nous allons justement vers un autre lieu où ces questions se posent. Et ma première question irait volontiers vers Sir Nawal Hakiki, sur comment effectivement l'esprit de la laïcité peut-il être perçu dans les établissements du Liban et comment faites-vous pour faire comprendre, passer cette laïcité à la française? On n'a pas le son. Le micro. Oui, pardon. Excusez-moi, pourriez-vous brancher votre micro Excusez-moi. Voilà. Nous vous entendons bien. Voilà, c'est bon? C'est parfait. Très bien. Donc, je vais commencer par dire bonjour à vous tous et par remercier l'AEFE de m'avoir invité à participer à cette journée d'études autour de la laïcité. Donc, je vais commencer par donner un petit aperçu du contexte libanais pour ensuite partager avec vous autour de l'esprit de la laïcité tel que vécu dans nos établissements au Liban. Donc, je commence par dire que le Liban est un pays aux cultures et influences plurielles. Entre violence et tolérance, désespoir et nouvelle espérance se situe l'identité de cette région. Le pays a toujours eu du mal à se constituer en tant que communauté forte et unie, car il opte pour une politique communautaire confessionnelle plutôt que pour une fédération des énergies pour le bien commun et l'intérêt général.
Donc, dans un pays de 18 communautés religieuses officiellement reconnues, il est peut-être plus expérimenté à vivre la laïcité que d'autres pays. Malgré toutes les tensions confessionnelles qui régissent le pays, il n'y a jamais eu une querelle autour de l'école en matière de laïcité scolaire ou encore d'enseignement religieux à l'école. Parfois, dans les régions limitrophes, il y a des manifestations polémiques et conflictuelles qui se présentent, mais le débat est très vite circonscrit à sa dimension éducative. Et ce qui est paradoxalement au Liban, c'est que l'enseignement du fait religieux dans les établissements scolaires confessionnels renforce l'esprit de la laïcité et ne se refuse aucun type de questionnement, mais contribue à instaurer une culture de paix, à pacifier les relations humaines et à promouvoir l'esprit de la laïcité. Du fait même, l'esprit de convivialité, du vivre ensemble, avec ce qu'il implique comme altérité, ouverture, reconnaissance mutuelle, a au Liban une valeur non seulement historique, culturelle, œcuménique, mais aussi et surtout constitutionnelle. Respecter autrui va au-delà de la reconnaissance des différences. Il s'agit d'une pédagogie interculturelle qui implique une recherche renouvelée du respect de l'autre, en d'autres termes, un terrain favorable à vivre la laïcité. Donc, comment l'esprit de laïcité est-il perçu dans nos établissements au Liban et particulièrement dans les établissements du réseau des 5 heures? Nous identifions dans nos établissements les valeurs de la laïcité dans sa perception du vivre ensemble, avec comme finalité de créer les conditions d'une école pour tous, un lieu de vie qui garantit l'égalité de tous les élèves devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion. Donc, cette laïcité est vécue d'une façon spontanée dans nos établissements, sans pour autant être affichée de façon officielle. J'aimerais signaler que cet esprit de laïcité, qui est au fondement de la citoyenneté, est véhiculé par le projet éducatif des 5 heures, à savoir, je cite, « la promotion de l'homme, de tout homme et de tout l'homme, sans distinction de race, de culture ou de religion ». Dans le réseau des 5 heures, un réseau de 25 établissements sur le territoire libanais, dont 6 sont homologués, nous accueillons 31 000 élèves de culture, de religion et de niveaux sociaux différents. Une grande diversité qui exige la formation de toute la communauté éducative au respect d'autrui dans sa différence. D'une façon pratique, comment nous véhiculons cette laïcité identitaire ou culturelle? À travers des débats philosophiques inspirés de la charte de la laïcité, à travers des séances qui mettent en relief la nécessité de faire des élèves des acteurs critiques et avisés par l'activation des conseils de vie lycéennes, collégiennes, par la mise en place du cours d'EMC et du parcours citoyen, sans oublier les axes du projet d'établissement et le règlement intérieur. Donc, comme vous le remarquez, c'est à travers une interaction permanente et non occasionnelle avec les élèves qui fait la distinction entre la liberté d'expression d'une part et les phénomènes de discrimination qu'on réussit à instaurer cette culture commune du vivre ensemble. Donc, ainsi, toutes ces orientations ou programmes récents accentuent les valeurs fondatrices de la laïcité comme référence et modèle d'une identité citoyenne qui associe dans un même mouvement la formation du futur citoyen et la formation de sa raison critique. Ainsi, nous assistons à cette formation, si vous voulez, exigeante, et au-delà du simple fait de respecter et de comprendre l'autre et de partager les valeurs humaines, nous assistons à la formation d'un profil d'un élève qui est en train de se construire tout au long du cursus scolaire. Je me permets même de signaler qu'actuellement au Liban, avec toutes les tensions confessionnelles par lesquelles passe le pays, la laïcité vécue à l'école peut se transformer en une valeur proclamée pour instaurer une culture de paix. Elle constitue, qu'on le veuille ou pas, un élément de gestion de l'ordre scolaire, une exigence réfléchie mais en même temps modérée. Cette dimension morale tend à gommer quelque peu les identités personnelles au profit d'une identité citoyenne, nationale, où l'autre serait égal en savoir et en autonomie. C'est une volonté collective de transmettre les valeurs de la pédagogie de la laïcité à tous. Nous visons par là l'intelligence d'une laïcité accessible à tous. C'est à l'école qu'on encourage les élèves à vivre le pluralisme, l'égalité, la liberté d'expression, l'esprit d'ouverture et à refuser l'idéologie de l'intolérance et de la xénophobie, de la provocation et du prosélytisme qui sont provoqués dans le pays, mais pas au niveau des institutions scolaires.
Et pour pouvoir vraiment réussir cet esprit de laïcité dans nos établissements, nous optons à cette formation qui se fait à long terme, au quotidien. Elle n'est pas seulement traitée au moment des crises identitaires ou culturelles. C'est pour cela, je pourrais dire, qu'on réussit à l'instaurer. Et quand ces valeurs de la laïcité deviennent une interpellation du jugement, la laïcité devient un projet philosophique pour nous qui repose sur l'idée de la raison commune à tous, qui par-delà de leurs différentes croyances, ils peuvent se retrouver et former une communauté. Et c'est comme ça que nous réussissons vraiment à créer l'école de la confiance qui favorise l'épanouissement des élèves et leur ouverture d'esprit. Pour terminer, je pourrais dire que la laïcité dans nos établissements est comprise comme une valeur positive d'émancipation et non pas une contrainte qui viendrait limiter les libertés individuelles. Elle n'est jamais dirigée contre des individus ou des religions, mais elle garantit l'égal traitement de tous les élèves et l'égale dignité de tous les citoyens. Elle est pour nous une condition essentielle du respect mutuel et de la fraternité entre tous. Merci. Merci beaucoup. Alors justement, l'intelligence de la laïcité pour tous, c'est ce qui m'amène à questionner Olivier Gauthier, parce qu'il y a une expression que vous utilisez régulièrement, c'est de dire que la laïcité est le ciment de votre établissement. Oui, bonjour. Oui, effectivement, c'est un ciment à prise rapide, si je puis dire, puisque le Collège protestant français, pour le dire en 2 mots, est une sorte d'ornithorynque pédagogique, puisqu'il est à la fois laïque, malgré son titre. Il ne scolarise pas de protestants, ou très peu. Il est par contre géré par un comité de gestion qui est une association loi 1901 française, présence protestante française au Liban. Et il est le lycée de l'AEFE et de la mutualisation. Donc voilà, c'est le portrait, on va dire, le cadre est brossé. À l'intérieur, on a effectivement une communauté scolaire, comme disait Sœur Nawal, qui est un échantillon de toute la société libanaise et donc de toutes les confessions. Et la seule façon de faire vivre un établissement comme ça en toute sérénité, c'est effectivement asseoir une laïcité, on va dire, qui est de tous les instants, même si la charte n'est pas affichée, elle est dans toutes les têtes. Et dans toutes les têtes, parce que ce ciment-là, qui évite toute dérive, qui évite tout prosélytisme, évidemment, et qui permet de lier la communauté scolaire, comme rarement je l'ai vu d'ailleurs dans des établissements laïques ou pas d'ailleurs en France, c'est vraiment le savoir-faire, on va dire, des établissements libanais dans leur ensemble, et particulièrement du CPF, qui crée une sorte de famille, comme le disent d'ailleurs les élèves et les parents. Et cette famille qui est unie à travers des valeurs, un peu comme M. Jourdain, quoi. C'est les valeurs de la laïcité sans le savoir, mais qui sont pratiquées tout le temps. Ces valeurs-là, elles sont dans toutes les instances. C'est-à-dire que les parents, on ne sait pas si les parents sont sunnites, chiites, chrétiens, et ça n'a pas d'importance, parce que personne ne l'affiche. Au contraire, je trouve même que les élèves et les parents d'élèves et les enseignants, bien sûr, et la communauté, s'attachent à gommer toutes ces spécificités-là. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a évidemment aucun signe religieux ostensible. Il n'y a pas non plus de manifestations particulières pour l'iftar du Ramadan ou pour des kermesses pour Noël ou que sais-je. On n'en parle pas, on ne le demande pas, et quand bien même pardon, on souhaiterait le faire, je pense que la communauté ne ferait pas de l'autocensure, mais ferait en sorte qu'on fasse autre chose de plus œcuménique, si je puis dire, où tout le monde serait représenté, sans du tout, j'insiste là-dessus, mettre en avant ce particularisme de la société libanaise, multiconfessionnelle et clivant. L'école reste, et je pense que c'est le plus bel exemple qu'on puisse trouver d'une école française qui a exporté sa laïcité à la française. L'école reste un lieu, j'aime pas le terme de bastion parce que c'est toujours un peu paramilitaire, mais un lieu en tout cas protégé de l'influence extérieure et où les élèves et la communauté dans son ensemble mettent tout en œuvre pour que le ciment, dont on parlait précédemment, soit tout le temps mis en place, étalé de façon
lisse et unifiée pour que la communauté puisse vivre sans avoir en arrière-pensée en permanence ce clivage religieux potentiel. Voilà, pour faire un rapide portrait de la laïcité au sein du CPF, du Collège protestant français. Alors, cette recherche soulevée par Olivier Gauthier, de la part de nombreuses familles dans le monde, d'un établissement et d'une éducation à la française qui se porte garant des valeurs portées par la laïcité. Patricia Reynaud, qui est proviseure du lycée français de Kuala Lumpur, Henri Fauconnier, peut témoigner, elle aussi, dans une autre partie du monde, mais dans un établissement qui est tout autant multiconfessionnel que multiculturel, peut témoigner de ce qui est mis en place et de la façon dont les élèves vivent cette laïcité, même si, évidemment, cela peut poser des difficultés de compréhension des enjeux et des limites, mais aussi de ce que cela permet. De la même manière, est-ce qu'il est possible d'ouvrir le micro? Merci. Alors, il est ouvert de mon côté. C'est bon, vous m'entendez? Bon, merci. Ah, très bien. Donc, bonjour à tous. Merci de me donner la parole sur cette question de la laïcité. Alors, juste quelques éléments de contexte. C'est la première fois que je suis nommée dans un établissement et un pays qui n'est pas laïque. Alors, juste quelques mots sur la Malaisie, petit pays qui est peu connu. Donc la Malaisie est un pays musulman. L'islam est religion d'État et il y a environ 70% de musulmans donc en Malaisie. L'islam n'est pas imposé, il y a une vraie liberté de culte, mais c'est la religion qui est quand même inscrite dans la Constitution. Alors, j'aimerais tout de suite dire en fait que à la question est-ce qu'il y a des difficultés à faire vivre la laïcité dans un pays qui n'est pas laïque, en tout cas pour ce qui est de Kuala Lumpur, la réponse est non. Comme l'a dit Monsieur le directeur, la laïcité n'est pas objet de conflit, n'est pas objet de difficulté parce qu'elle n'est pas interrogée. Du fait que ce qui compte, et c'est ce qui a été dit également par Sornawal et notre collègue du Collège protestant, ce qui compte, ce sont les valeurs de la laïcité. C'est l'esprit et plus que la lettre. Je me permets de reprendre les termes de Monsieur Bidard. Nos élèves vivent dans un contexte qui n'est pas laïque, que ce soit à l'extérieur de l'école, mais également au sein de l'école. Nous avons du personnel féminin qui porte le voile. Nous avons des salles de prière dans l'établissement, c'est réglementaire. La cuisine à la cantine est halal. Donc, l'environnement lui-même n'est pas laïque et pourtant, nous sommes bien un établissement laïque. Je peux l'affirmer parce que ce qui compte, ce sont les valeurs de respect, de tolérance, la liberté individuelle de penser. Ce sont vraiment ces principes et ces valeurs qui comptent. Et le respect s'illustre très facilement dans notre établissement. Nous fêtons toutes les fêtes religieuses du pays, dans un pays qui est très multiculturel, multiculturel et multiethnique. Donc, ça commence au mois d'octobre, novembre avec Deepavali, donc une fête pour de la population indienne et hindoue. Ensuite, nous avons Chinese New Year et nous terminons l'année avec les fêtes de la fin du Ramadan. Entre-temps, nous aurons fêté Noël. Donc, c'est vraiment cette tolérance des croyances et des libertés individuelles qui est importante. Mais je tiens quand même à dire, et c'est un message que je souhaite faire passer aux collègues qui vont prendre leur poste à l'étranger, il est impératif de tenir compte du contexte géopolitique, de la sensibilité. Je sais que M. Bidard a aussi parlé de sensibilité. C'est vraiment essentiel et de trouver l'équilibre entre ce que la réglementation et la législation nous imposent dans nos pays et cette laïcité, l'esprit de la laïcité. Juste dernier exemple, et je laisserai la parole ensuite à mon collègue d'Abidjan. Monsieur Bruel est intervenu pour parler des États-Unis.
donc pays laïque, mais où la question de la croyance, de la foi est quand même très marquée. Il a donné quelques exemples de questionnements qu'il pouvait y avoir au sein de l'école sur la notion de laïcité. Quand j'étais aux États-Unis, donc en 2013, quand la charte de la laïcité est parue, et la question de l'affichage de la charte au sein de l'établissement a vraiment amené un questionnement avec bien sûr la direction, avec le comité de gestion et avec le poste diplomatique. Autre petit exemple assez significatif, les professeurs de SVT, en tout cas à l'époque, devaient informer les familles quand ils abordaient la question de la contraception, et il était indiqué au règlement intérieur que les familles avaient le droit de dispenser leur enfant de ces cours. Voilà, pour ne pas se mettre en opposition avec les croyances personnelles des familles et des élèves. Donc voilà, vraiment mon message, c'est qu'il n'y a pas de difficulté parce que ce que l'on met d'abord en avant, ce sont les valeurs, mais il faut être particulièrement attentif quand même aux sensibilités, au contexte dans lequel on est amené à effectuer notre mission. Dès lors, si la façon d'aborder la laïcité ne pose pas de difficulté, comment travailler en tant que chef d'établissement en amont avec les équipes et notamment les élèves qui ne sont pas tous de culture française? Nous avons un témoignage du chef d'établissement en poste à Abidjan, Jean-Claude Meunier, pour le lycée Jean Mermoz. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à l'AEFE de m'avoir invité et de me donner la parole. Peut-être quelques éléments de contexte rapide. La Côte d'Ivoire est un État réglementairement, légalement laïque pour l'État, avec à peu près 43% de population de religion musulmane et 32% de religion chrétienne, avec à l'intérieur de ces pourcentages toute la diversité que peuvent représenter les religions musulmanes, sunnites, chiites, et pour les chrétiens allant du protestantisme, des évangéliques jusqu'aux catholiques. Globalement, le contexte national est très religieux, avec une expression religieuse quasi permanente. Il suffit de regarder les taxis avec des expressions au quotidien relatives qui invoquent Dieu en général. En revanche, à l'intérieur du lycée, je dirais comme tous mes collègues que la laïcité c'est le ciment de cet établissement, puisque nous avons une diversité très importante, près de 50 nationalités dans nos 2200 élèves. Cette laïcité n'est pas nécessairement abordée frontalement avec l'étendard de la laïcité, mais elle se vit au quotidien avec les valeurs. M. Bidard parlait d'écosystème humaniste. Je crois qu'on est exactement dans cette logique, avec des pratiques de classe dans la formation de l'esprit critique, l'acceptation d'opinions différentes. Je vais prendre un exemple, c'est la sensibilisation avec des ateliers de philosophie menés conjointement par des enseignants du primaire et du secondaire avec des élèves de primaire, apprendre à s'exprimer. Et l'héritage finalement de nos élèves lorsqu'ils partent, lorsqu'ils nous quittent, c'est cet héritage humaniste fort des principes de laïcité. Cette laïcité, finalement, c'est un principe qui permet de faire vivre toutes ces nationalités, toutes ces cultures différentes de manière apaisée. On parlait d'une ode à la paix quasiment pour la laïcité, on est bien dans cela. Et par rapport aux collègues qui partent, et je voudrais redire ce que Patricia a dit, il me semble que c'est extrêmement important de bien appréhender les contextes nationaux dans lesquels vous allez exercer vos professions.
bien connaître les sensibilités, l'histoire récente sociopolitique. La Côte d'Ivoire, par exemple, a vécu 10 ans de crise et la question religieuse a toujours été connexe aux questions politiques. Et l'expression d'un chef d'établissement est forcément un baromètre. Il ne faut pas oublier qu'un lycée français n'est pas une enclave française dans un établissement. Parler d'écosystème, j'adhère complètement à cette expression. Je pense que le chef d'établissement également avec ses équipes doit incarner également une certaine bienveillance, non pas comme une morale, mais comme une éthique professionnelle, et c'est essentiel. Comme vous me parliez par rapport aux élèves, finalement le principe de laïcité, une fois qu'il est abordé par le principe d'esprit critique, la construction de l'esprit critique, il s'impose naturellement au quotidien. Il n'est pas écrit, mais il est dans les têtes. Il est dans les têtes. Chez nous, les élèves, par exemple, ont l'uniforme. Ça, c'est la loi ivoirienne. Ils portent l'uniforme. Ça permet peut-être de gommer certaines expressions, mais globalement, cette laïcité, ce principe de laïcité se vit très bien et il est vraiment inscrit dans notre projet d'établissement et dans les pédagogies qui sont pratiquées. La mission laïque française a consacré plusieurs colloques, plusieurs congrès, le dernier sur la pédagogie laïque, celui de Deauville. C'est une question qui est au cœur de la réflexion de nos établissements, comme dans tous les établissements d'ailleurs de l'enseignement français à l'étranger. Donc je répète l'importance de bien connaître le contexte avant le départ et puis de bien connaître également l'écosystème que représente le lycée pour mieux l'apprécier. Tout est une question de sensibilité. En fait, la laïcité, comme le disait monsieur l'inspecteur général, elle doit s'aborder par différents types de médiation. Par différents types de principes. Et au final, cette laïcité, elle ne pose pas de problème, elle est même une évidence. Mon collègue du collège protestant parlait de on ne sait plus qui est qui autour des instances, par exemple, de l'établissement, et les parents y tiennent beaucoup. En revanche, c'est quand même une vigilance de tous les instants. Si je puis me permettre, il y a une deuxième question qui m'était posée par rapport aux éventuelles difficultés. C'est une vigilance de tous les instants dans les expressions quotidiennes qui font référence à Dieu, les Dieu merci, par la grâce de Dieu, etc. C'est vrai que pour les nouveaux recrutés, les nouveaux personnels recrutés, nous insistons sur cette neutralité, qu'elle soit religieuse ou politique d'ailleurs, et puis une veille quotidienne, je dirais, sur les réseaux sociaux. On ne peut pas tout voir. Récemment, j'ai eu à régler un petit souci, mais rien de bien grave, mais c'était l'image de l'établissement, puisque un professeur des écoles, de sa salle de classe associée au nom Mermoz, envoyait un message religieux chaque vendredi, jour de la prière musulmane. Voilà, qu'il le fasse à titre privé, bien sûr, mais que le nom de Mermoz ne soit pas associé, mais ça se fait en toute tranquillité, avec pédagogie, explication. Et j'insiste, les équipes de direction doivent incarner justement cette bienveillance comme une éthique. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Alors pour poursuivre, effectivement, ont été évoqués un certain nombre de vigilances, mais comment fait-on quand on est chef d'établissement pour justement repérer les attentions qui étaient évoquées? Le terme a été évoqué par chef d'établissement, mais pour qu'on ait l'adhésion de tous, et quelles sont les articulations qui doivent être travaillées avec peut-être les familles, les enseignants, les élèves eux-mêmes. Très bien. Donc, pardon, il faut que j'ai omis de présenter Bruno Lasso, qui est donc proviseur du lycée français de Djibouti et qui au préalable a été en poste en Mauritanie et au Maroc.
Merci. Donc, pour faire comme mes collègues, peut-être parler un petit peu du contexte de Djibouti, mais très brièvement. Effectivement, l'islam et la présence de l'islam est prégnante à Djibouti, mais c'est un islam qui est relativement modéré. Dans notre établissement, nous avons aussi une population importante d'enfants de militaires, dont un certain nombre sont issus de l'enseignement privé catholique en France. Donc c'est aussi un élément dont il faut tenir compte. Et puis il y a 3 ans, alors je n'étais pas en poste, mais il y a 3 ans, il y a eu un petit souci dans l'établissement, comme quoi il y a des risques aussi, bien évidemment. Une jeune fille s'inscrit une famille inscrit une jeune fille dans l'établissement, et cette jeune fille très rapidement arrive avec un voile resserré, le hijab resserré, et il y a un phénomène d'imitation qui se met en place, et très rapidement, en quelques semaines, c'est 10 puis 20 filles qui arrivent effectivement dans cette tenue, et avec un règlement intérieur qui dit que le foulard est bien sûr autorisé, mais porté d'une certaine façon, porté avec une certaine fluidité. Ici, ce n'était pas le cas. Donc ça a créé un certain émoi dans l'établissement, ça a duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Évidemment, le chef d'établissement a rencontré les familles à l'époque. Ça a suscité de l'émoi du côté des enseignants, qui avaient une vision de la laïcité, j'en reparlerai après, peut-être un petit peu, sans doute même un peu fermée. Donc on a à un moment même déplacé le problème, puisqu'il a été question de sanctions à mettre en place. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, il n'y a pas eu de modification du règlement intérieur. Ça s'est autorégulé. Ça ne veut pas dire que le problème est complètement évacué. Ça s'est autorégulé. Et puis, je dirais, comme mes collègues qui sont intervenus précédemment, eh bien, on a une situation aujourd'hui qui est calme et apaisée de ce point de vue. Donc, comme le disaient aussi les collègues précédents, il faut être vigilant. Être vigilant à bien des égards. D'abord, je crois que la vigilance, elle doit être quotidienne. On doit observer quotidiennement ce qui se passe pour bien percevoir les choses et le faire avec pragmatisme. On l'a bien entendu aussi depuis tout à l'heure. Nos établissements sont soumis aux lois locales. Donc, on ne peut pas faire un copier-coller de ce qui se fait dans un EPLE en France, très clairement. Donc il faut aménager les choses, il faut s'adapter bien évidemment aux lois locales, de façon à ce que les valeurs de la laïcité soient bien appropriées par les élèves. Je crois qu'il y a une vigilance aussi à avoir quant à l'enseignement ou la pédagogie de la laïcité, pour reprendre le terme utilisé tout à l'heure par M. Bidard, et montrer qu'effectivement, comme il le disait, il faut que ce soit perçu comme un bénéfice, il faut que ce soit perçu comme un accès à une culture commune. Et en ce sens aussi, je crois qu'il y a une certaine vigilance, faire preuve d'une certaine vigilance, y compris à l'égard de nos enseignants. Nos enseignants en contrat local qui n'ont pas forcément, dans le cadre de leur scolarité, baigné dans cette culture à la française, qui pour un certain nombre la découvrent. Donc je pense qu'il y a une certaine vigilance aussi à avoir de ce point de vue, d'où l'importance fondamentale de la formation qui peut être mise en place. Il y a une vigilance aussi, de mon point de vue, en tous les cas, au quotidien quant à nos postures. Quand je dis nos postures, c'est nos postures, quelle que soit la catégorie de personnel que nous représentons. Nous devons en tous les cas veiller à ce que toutes les postures de tous les personnels soient compatibles avec nos valeurs. Un exemple dans un poste précédent, lorsque je suis arrivé dans l'établissement, un établissement où les questions de sécurité sont là aussi prégnantes, et puis au moment de la prière, on ouvrait tout, et les gardiens faisaient la prière au milieu de la cour, faisant fi
de la sécurité et bien évidemment du reste. Donc on doit vraiment être vigilant aussi à ce type de posture, peut-être aussi avec une vigilance particulière auprès des personnels de vie scolaire, hein, qui ont une approche différente des élèves, donc qui les voient dans un contexte différent du contexte de la classe. Donc ils peuvent, eux, aussi à un moment donné s'apercevoir de quelque chose qui dysfonctionne, et puis de la même façon faire attention aussi de la façon, de la posture qui est véhiculée. Donc un certain nombre de vigilance, mais le faire avec bon sens et le faire avec pragmatisme, ça me paraît être l'essentiel. Quant à la deuxième partie de la question, quelle articulation travailler avec les familles? Alors, c'est vrai que la laïcité, on ne l'aborde pas de face tous les jours, ou de front tous les jours. C'est plus, j'allais dire, pour reprendre un petit peu l'expression de tout à l'heure, c'est plus une philosophie, c'est l'esprit qui est important. En tous les cas, il faut éviter que ça devienne un dogme. Hein, parce que si ça devient un dogme, eh bien, on va, je pense, au devant d'un certain nombre de soucis. Donc, au contraire, hein, la laïcité, on l'a bien compris tout à l'heure par les différentes interventions, l'esprit de la laïcité prône l'ouverture, garantit la liberté de conscience, respecte bien évidemment les convictions de chacun, à condition, bien évidemment aussi, que cela se fasse dans le respect de celle des autres. Je crois que c'est une condition sine qua non. Donc on parlait tout à l'heure d'écosystème du bien vivre ensemble, et effectivement on est vraiment dans le vivre ensemble plutôt que dans le dogme. Donc ça nécessite bien évidemment un dialogue indispensable, mais ça tout le monde l'a dit. Faire attention aux postures, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc c'est important vraiment de faire attention à ces postures. Je me permets d'insister parce que ça peut aussi à certains moments être source de dysfonctionnement. Et puis je crois aussi qu'il est important de dépasser l'opposition qui peut exister. C'est ce qui s'était passé au lycée français de Djibouti, entre une laïcité fermée qui est basée plus sur l'interdiction. Il est interdit plutôt que sur l'ouverture. Et c'est cette ouverture, c'est vers cette laïcité ouverte qu'il faut aller, laïcité qui prône le principe de liberté. Et puis dans nos établissements, je pense que ça nécessite bien évidemment un certain cadrage. À partir du moment où il y a confrontation des opinions, eh bien, le cadrage est absolument nécessaire pour permettre des échanges libres et respectueux. Et je crois, par rapport à ce que je disais précédemment, et ce qu'a dit aussi M. Bidard, ce qu'il faut éviter, l'écueil en tous les cas à éviter, c'est d'entrer dans une guerre idéologique au niveau des établissements qui serait complètement ravageuse. Donc c'est bien éduquer à la tolérance et non pas laïciser au sens laïcard, si je puis me permettre, au sens laïcard du terme. Donc attention à tout cela, donc avec un certain cadrage, et puis une attention aussi particulière, je pense, à avoir quant à l'élaboration de nos règlements intérieurs. La collègue précédente, Patricia Reynaud, en a parlé tout à l'heure. Je crois que c'est important, dans nos règlements intérieurs, eh bien non pas de reprendre finalement ce qui se fait en France par rapport à cela, vraiment de l'adapter au contexte local et puis de dénoncer quelque chose qu'on soit capable de tenir, sinon là aussi au risque de débordement et au risque de dysfonctionnement. Pour terminer, je terminerai évidemment par une note d'optimisme, où ça se passe bien vraiment dans nos établissements. On n'a pas de soucis particuliers finalement par rapport à la laïcité.
On a une cohabitation entre les différentes communautés qui est souvent réussie, une coexistence là aussi réussie, et puis où prône l'esprit de tolérance. En tous les cas, moi, c'est ce que je constate dans l'établissement, mais je ne suis pas le seul, c'est le cas aussi dans les autres, manifestement dans les autres établissements. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste... Oui, c'est bon. Je voudrais juste rajouter un mot pour compléter un peu ce que disait Bruno sur l'accueil aussi des expatriés et des résidents dans vos établissements. Je pense aux collègues qui vont arriver pour la première fois en poste. Autant il faut être aussi vigilant avec, bien sûr, les personnes en contrat local dans vos établissements, mais aussi il faut l'être avec les nouveaux arrivants, souvent matinés d'une culture un peu dure de la laïcisation à la française. Hein. Quand c'est pas le terme de laïcard, peut-être pas, hussard de la République parfois. Donc une vision un peu passéiste, pour tout dire, du laïc et du monde laïque dans son ensemble. Et donc il est très important d'éviter et d'informer les nouveaux arrivants, les nouveaux enseignants, qui risqueraient de reproduire des schémas un peu durs, qui ne manqueraient pas de mettre en péril l'équilibre de la communauté scolaire. Donc voilà, ça c'est un message très important, je pense, à adresser dès l'arrivée pour éviter tout un tas d'écueils. Est-ce qu'on peut réagir ? Oui. Moi, je souhaiterais réagir. C'est vrai qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas de dogme, on est d'accord, mais il y a des règles malgré tout. Et c'est vrai qu'il faut tenir compte du contexte local, évidemment. On est accueillis dans ces pays-là, mais on est quand même aussi des établissements français homologués, avec des instances en règlement intérieur et des règles simples. Et vous savez très bien qu'au-delà de tous les échanges que l'on a depuis ce matin sur la philosophie de la laïcité, sur tous ces concepts-là, après, dans la vie quotidienne d'un chef d'établissement, c'est très pragmatique, c'est très concret. C'est-à-dire un enseignant qui arrive voilé le matin, un élève qui arrive voilé l'après-midi, comment réagir? C'est ça. Et où qu'on soit. Après, tenir compte du contexte local, il est vrai qu'il faut absolument en tenir compte, mais pour autant, vous avez beaucoup fait référence aux valeurs, aux principes. Le fait de porter un voile, le fait de porter certaines tenues vestimentaires, ça a un sens aussi politique qui se réfère aux valeurs. Donc les règles simples pour aider les collègues, c'est-à-dire qu'il me semble que pour les personnels titulaires notamment, il ne peut y avoir aucune marge. Il faut le dire. Un personnel titulaire, et en ce sens, peut-être parfois certains ont raison de rappeler ça, résident ou expatrié, vous ne pouvez pas accepter un signe ostentatoire, quel qu'il soit. D'accord? Ça, c'est une règle de base. Ça peut arriver. Par les mouvements divers des résidents, on peut se retrouver avec des personnels qui profitent de notre mouvement pour pouvoir exprimer certaines, convictions religieuses. Et ça, c'est inacceptable. Concernant les personnels recrutés locaux enseignants, il faut être très vigilant, parce que dès qu'on commence à accepter une évolution par rapport au droit local, là aussi, attention, parce que vous avez aussi des familles qui mettent leurs enfants chez nous, justement pour l'application de ce principe de laïcité, non pas dur, mais respecté, c'est-à-dire aucun signe ostentatoire. Et par rapport aux élèves, là aussi, les règles, vous avez un règlement intérieur, ce n'est pas vous, en tant que chef d'établissement, tout seul, à partir de votre conviction, qui pouvez, imposer la loi dans l'établissement. Vous êtes à l'étranger dans un établissement homologué, vous appliquez la charte de la laïcité sans pour autant l'afficher. Mais vous êtes dans un établissement homologué. Et donc, le signe ostentatoire, la loi de 2004 ne s'applique pas, mais elle doit habiter votre esprit. Sinon, le contexte local, évidemment, même s'il doit être pris en compte, pour autant ne jamais perdre cette référence permanente à ce qui fait que nous sommes dans un établissement français homologué qui a obtenu l'homologation, justement, dans l'esprit de la charte de la laïcité. Et la charte de la laïcité, c'est interdiction totale de tout signe ostentatoire. C'est difficile, mais attention, moi j'attire l'attention là-dessus, le contexte local ne saurait justifier des évolutions que nous risquerions de regretter par la suite. Peut-être, au regard du temps, nous sommes un petit peu contraints, mais peut-être y a-t-il une question dans la salle ? Non. Alors, le temps de peut-être basculer sur la seconde table, je vous propose que nous écoutions le témoignage d'une élève du réseau qui est Karoutar Faraoui, qui est élève du lycée Camus à Conakry.
Je signale que c'est une élève qui est venue en classe de seconde sur la finale d'Ambassadeurs en herbe, et c'est une élève qui, en 2021, est une élève bourse excellence majeure. Bonjour à toutes et à tous, je suis Kautar Faraoui, élève de terminale au lycée Albert Camus de Conakry. Je suis lauréate de la bourse excellence majeure, je suis marocaine et j'ai vécu en Guinée depuis que je suis née. J'ai effectué ma scolarité au lycée Albert Camus depuis la petite section jusqu'à aujourd'hui. Et l'année prochaine, je poursuivrai mes études à l'école polytechnique en Bachelor of Science. Voilà, donc j'ai reçu une éducation vraiment très française et aussi bercée dans la culture marocaine et guinéenne. Alors selon moi, la laïcité, c'est avant tout le respect d'autrui, de l'idéologie, de la croyance et de la religion d'autrui. C'est également le vivre ensemble, la tolérance. C'est surtout accepter en fait la religion de l'autre, accepter la singularité, la différence d'une autre personne. Mais c'est aussi la neutralité de l'État face aux religieux. C'est-à-dire que l'État considère que tous les citoyens sont égaux face à la loi. La laïcité, donc, elle s'applique à toutes les religions, à toutes les croyances, sans oublier aucune sphère et sans porter atteinte à aucune religion en particulier. Dans un établissement de l'AEFE, c'est une part vraiment, c'est au cœur de nos relations entre élèves et aussi avec les enseignants et avec l'administration, puisque grâce à la laïcité, je trouve qu'il y a un vrai esprit de cordialité, un esprit de tolérance, un grand esprit de respect entre tout le monde. En étant étrangère dans un établissement français, c'est avant tout la possibilité d'avoir un esprit critique. Ça a modelé mon rapport à autrui, ça a modelé mon acceptation de l'autre et mes rapports à l'autre, la manière dont j'embrasse le monde, dont je réfléchis également. Je trouve que c'est une manière vraiment d'être en paix avec tout le monde sans pour autant essayer d'entraver la liberté des autres. Comment j'ai pu recevoir cette éducation laïque? C'est surtout grâce à mes professeurs qui m'ont vraiment éduquée sans jugement sur les religions, tout en nous montrant également les autres religions, tout en nous montrant toutes les autres singularités, la personnalité des autres. Voilà, c'est avant tout comme ça que s'est manifestée en fait la laïcité chez moi. Bien sûr que ça a été une grille de lecture du monde pour moi parce que j'ai grandi, j'ai été éduquée finalement dans cette laïcité. Je ne peux pas voir autrement que selon les lunettes de la laïcité. Je pourrais probablement emporter avec moi cet esprit dans un autre pays, que sais-je, peut-être je ferai de la politique dans le futur. Je pourrais aussi appliquer toutes ces valeurs qui m'ont été inculquées et que j'estime comme étant légitimes, selon moi, et comme étant celles qui respectent le plus les libertés des individus. Encore une fois, on retombe dans cette idée de liberté qui m'est vraiment très chère. Alors, une expression intéressante, les lunettes de la laïcité. Nous abordons avec la troisième table ronde, nous allons donc passer le pas de la classe et comprendre là où sont les enjeux et la façon dont on peut faire vivre la laïcité, puisque vous l'avez compris, tout l'enjeu, toute la spécificité, tout le savoir-faire de nos établissements, c'est justement d'incarner cette laïcité une fois qu'on a bien à l'esprit et que vous aurez à l'esprit qu'il faut respecter et écouter, être à l'écoute du contexte local. Pour cela, plusieurs témoignages. Parce que l'établissement dispose de force à travers ses programmes, à travers ses instances, à travers le fonctionnement général d'un établissement qui permet d'incarner, qui permet de mettre en place cette laïcité. Et puis parce que l'agence dispose de formateurs, et des formateurs qui sont en capacité d'inculquer, qui sont en capacité de distiller cette laïcité à la française. Merci Vassiliki. Alors justement sur l'incarnation de la laïcité dans nos établissements, nous avons eu différents témoignages ce matin, notamment de chefs d'établissement, mais on va entrer dans un projet plus spécifique grâce à Ediye Akiwi, qui est la principale du groupe scolaire Les Angelots à Bamako, au Mali, qui depuis quelques années mène à bien un projet tout à fait singulier en matière justement de laïcité, et sur lequel vous allez pouvoir revenir immédiatement à travers 2-3 questions. C'est
pour nous et pour les collègues qui sont ici dans la salle, c'est comment vous avez pu, au sein de votre établissement, faire pour que tous les personnels enseignants, non-enseignants, la communauté éducative, se sentent totalement concernés et puissent faire vivre votre projet. Comment avez-vous réussi à fédérer? Comment fédérez-vous au quotidien autour de ce projet? Et comment vous l'accompagnez finalement, ce projet de laïcité? Très bien. Bonjour à tous, je vous remercie déjà de m'avoir invité autour de cette table ronde. Je vais, si vous le permettez, vous décrire brièvement le contexte politique du pays. Donc, le Mali est un pays enclavé d'Afrique de l'Ouest qui traverse une période, comme vous le savez, d'instabilité et de conflit depuis le coup d'État de 2012 et l'occupation du nord et du centre par des groupes armés. Depuis 2020, le gouvernement du président Ibeka a été renversé par un coup militaire. À l'heure actuelle, un gouvernement de transition a été mis en place en attendant l'organisation dite d'élections démocratiques. Donc la sécurité reste fragile aujourd'hui. Les groupes armés poursuivent leurs attaques contre les casques bleus, l'armée malienne, mais également les civils. Ces civils qui ont fui cette menace et ont été déplacés vers Bamako. Donc le groupe scolaire Les Angelots est implanté à Bamako et a pour public à peu près 96% de Maliens, dont des enfants de hauts fonctionnaires, ce qui nous oblige à mettre en place un système de sécurité assez renforcé, à l'aide évidemment de l'ambassade, mais également de l'agence. Donc, il est important de prendre en compte le contexte local pour appréhender au mieux le sujet de la laïcité. Pour ce qui est de notre pays hôte, il faut savoir que le Mali est un pays laïque. Il faut savoir que donc, depuis toujours finalement, mais le problème de gouvernance cité plus haut a emmené les religieux à occuper une place non négligeable au sein de la société malienne, à savoir que également l'ancrage culturel et la tradition sont plus respectés finalement que la religion. Nous nous sommes donc basés sur cet élément culturel pour emmener le sujet et ouvrir le dialogue en interrogeant tout simplement les personnels comme les élèves sur leur schéma familial. Et on a constaté que de nombreuses familles sont multiconfessionnelles ou vivent avec un voisinage d'une autre confession que la leur, à savoir qu'en Afrique de l'Ouest, les voisins donc, ont une place très importante et font même partie intégrante de la famille. Voilà pour le contexte. Alors pour la première question, comment faire pour que tous les personnels se sentent concernés et fassent vivre la laïcité au sein d'un établissement? Donc la thématique de la laïcité elle a été abordée plus en profondeur à partir d'une action interdegré dans le cadre du projet Monde des 30 ans de l'AEFE. Ce projet a été proposé par l'agence et a permis aussi également de faire vivre l'établissement par différentes actions et aborder la laïcité finalement de manière un peu plus dynamique. Il s'agissait ici d'élargir le projet à l'ensemble des personnels et qu'il soit abordé par tous et non seulement par des disciplines spécifiques en classe, mais par une interaction interdegré, mais aussi transdisciplinaire ici. Alors, ce projet nous a permis de constater que la notion de laïcité était perçue différemment selon les origines des enseignants locaux, qui sont, pour notre établissement, donc nous avons 99% de personnel local et qui viennent majoritairement de pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et qui n'ont pas forcément reçu de formation dans leur cursus universitaire sur cette thématique. L'échange, il a donc été indispensable. Et les débats ont été également dirigés par le CPE de l'établissement qui avait reçu une formation sur la laïcité une année avant dans le cadre du plan de formation des enseignants. Alors c'est un facteur à prendre en compte pour avoir justement une lecture commune des notions de la laïcité et du message que nous souhaitons véhiculer auprès de la communauté éducative dans tout son ensemble. Alors, pour ce qui est du choix de l'action, des ateliers d'écriture avaient été mis en place sur plusieurs niveaux depuis quelques mois avec la collaboration du documentaliste. Et c'est ainsi que le choix s'est porté sur la réalisation d'une chanson qui avait pour thème la tolérance, pour rester dans la thématique des 30 ans de l'AEFE, Unité et Diversité. Donc, les paroles ont été écrites par les élèves du cycle 3 et 4 et ont amené les enseignants de l'élémentaire et du collège à travailler en étroite collaboration. C'est également lors d'une discussion avec l'APE, l'association des parents d'élèves, que nous avons décidé de pousser ce projet un peu plus loin en faisant appel à une personnalité
parmi nos parents d'élèves. Hein, c'est une star du reggae africain, pour ne pas le nommer, Tiken Jah Fakoly, qui est très engagé, qui prône dans ses chansons le partage, la différence et l'unité. Donc nous l'avons sollicité, il a évidemment accepté et a même proposé d'accompagner les paroles de d'accompagner cette chanson, d'accompagner la musique. Enfin, il nous a proposé une musique et a également proposé aux enfants d'enregistrer dans son studio, tout simplement. Nous avons poussé encore le projet un peu plus loin en créant en mettant en avant en fait, le fait de pouvoir vendre des CD. Donc, des CD ont été vendus par le CVC. Nous avons sollicité les membres du CVC pour la vente de CD. Évidemment, il y a eu vraiment pas mal d'éléments pris en compte par rapport au financement, où les parents d'élèves ont également participé. Donc, les bénéfices de la vente de ces CD ont été reversés aux enfants déplacés du centre et du nord du Mali, là où nous avons une population plutôt au sein de l'établissement très privilégiée. Il y a eu justement l'aspect fraternité qui a été mis en place en vendant ces CD pour récolter le maximum de fonds et acheter du matériel pédagogique pour les écoles du camp, si on peut appeler ça des écoles évidemment. Donc, je ne vais pas évidemment vous chanter la chanson qui a été créée par les élèves, mais juste le court refrain. Donc, je voulais quand même citer. Donc, la tolérance, c'est l'aube de l'amitié. Vivons le multiculturalisme, luttons contre le racisme et rejoignons-nous dans la fraternité. Alors, ce clip, hein, j'insiste parce que c'est un peu la fierté finalement de l'établissement, a été a obtenu près de 200 000 vues sur la toile. Je vous invite d'ailleurs à le visionner sur YouTube, soit des paroles sur la laïcité qui ont été écoutées autant de fois. Donc le poste diplomatique a également participé à ce projet. Nous avons réellement été les chercher, ça n'a pas été difficile parce qu'ils étaient quand même très disponibles, et en nous facilitant l'accès à l'Institut français pour un concert où les enfants devaient faire la première partie du chanteur Tiken Jah Fakoly, qui a malheureusement été annulé cause de pandémie, tout simplement. Voilà, donc pour la deuxième question, comment fédérer au-delà des personnels? Donc là, ça a été vraiment au niveau interne. À partir de ce constat, le débat a été lancé avec les acteurs au sens plus large de la communauté éducative, à savoir la promotrice de l'établissement, Madame Diarra, l'association des parents d'élèves, les personnels, mais également le poste diplomatique par la COCAC. Donc il s'agissait ici de créer une synergie d'acteurs finalement et que chacun à son niveau soit impliqué dans cette action et puisse y trouver sa place. L'échange, il a été très fructueux justement à ce niveau-là. Donc le lieu le plus approprié pour ces échanges a été les instances telles que le CVC. C'est là où nous avons impliqué les élèves dans la vente de ces CD, mais également le conseil d'établissement où tous les membres de la communauté éducative sont représentés, le personnel enseignant, les ATOS, les parents d'élèves, les élèves. Et ça a été également un lieu privilégié de concertation où nous avons pu chacun donner notre point de vue sur ce qu'on entendait de la laïcité. Et les parents d'élèves ont insisté sur le fait que le Mali était un pays laïque et qu'on n'avait finalement pas trop de difficultés à instaurer la notion de laïcité. Mais elle était appréhendée de manière assez différente. Et il a été très intéressant de voir aussi la notion, comment était perçue la notion de laïcité pour chacun des corps, et justement ouvrir le débat et de constater que la laïcité existe bel et bien, mais qu'il était indispensable de la faire évoluer, de faire évoluer la perception qu'il pouvait donc en avoir. Et ça a été finalement accepté et mis en place de façon très sereine, alors qu'on appréhendait réellement cet aspect-là. Je vais terminer avec le troisième point, comment accompagne-t-on un projet? Alors ce projet, il a été accompagné tout le long de l'année, évidemment, et puis il est mis en place quotidiennement. Je vais prendre le cas, un événement concret que l'on a eu au sein de l'établissement. C'était pendant la période du Ramadan où donc nous avons au Mali plus de 95% de musulmans. Donc le débat il a été lancé lors d'un différend entre deux élèves tout simplement dans une salle de classe à l'approche de la pause déjeuner où il y a eu, c'était pas réellement un conflit mais vraiment un différend entre les jeûneurs et les non-jeûneurs. Voilà, le fait de pouvoir manger
avoir le droit de manger devant les jeûneurs ou non. Et là, un enseignant était témoin de la scène et m'a fait part en fait justement de ce différend, et nous avons très rapidement pris en compte ce différend, et donc je réunis le CVC où il y a évidemment un représentant des parents d'élèves, et ça nous a permis également de pouvoir désamorcer rapidement cette problématique pour éviter que ça aille plus loin. En parallèle, j'ai également en fait sollicité le CVC qui était très impliqué dans cette thématique, et qui a mis en place une discussion puis rappelé les notions de la charte. Évidemment, c'est toujours très encadré par des objectifs qui soient pédagogiques, tels que la compréhension de la laïcité, appréhender ces enjeux également, par des objectifs également opérationnels, et puis surtout expliciter les compétences à développer au niveau des élèves. Donc voilà, c'est un projet qui est finalement mené au quotidien, et pour conclure, pour terminer, pour moi, je suis convaincue qu'il est indispensable de faire entrer tous les acteurs en fait au sein de l'établissement pour que ce ne soit pas justement un sujet tabou, pour que la laïcité dite à la française puisse être perçue de façon assez positive. Voilà pour la laïcité au sein des Angelots à Bamako. Alors, les témoignages qui ont jalonné tout ce colloque émanent d'établissements de statuts différents, puisque tous, EGD, conventionnés et partenaires, sont des établissements homologués qui, à ce titre, bénéficient de temps de formation, et vous le verrez rapidement lors de votre prise de poste, de temps de formation qui n'ont pas de comparaison avec ce que vous pouvez connaître en académie. Les plans de formation à destination de nos personnels sont nombreux, étayés, et permettent d'aborder tout à la fois les réformes, mais aussi les questions qui se posent et qui se poseront à vos équipes disciplinaires. 2 points importants pour nos formateurs. Le premier, il s'agit pour eux de travailler la question de la laïcité et de permettre d'emmener le plus grand nombre d'enseignants pour éviter que la laïcité soit le seul fait des enseignants d'histoire-géographie. C'est une question importante, et nos formateurs distillent, travaillent et amènent cette question, ce principe, pour être un sujet de tous les enseignants. Et puis, second temps, qui est là aussi la spécificité de l'agence, il s'agit d'aborder, de travailler, de faire vivre la laïcité dans une logique d'interdegré. À ce titre, 2 témoignages importants. Édouard Collin, qui est un EMCP2 d'histoire géo, qui termine sa 2e mission et qui est en poste à Santiago, et Didier Giraud-Claude Lafontaine, qui est notre IUN en résidence pour la zone Afrique centrale. Alors peut-être d'abord Didier. Oui, bonjour, et puis je remercie bien sûr la UFE de me permettre d'apporter ma contribution à ce colloque. Alors moi je suis l'IUN en résidence à Lomé, qui est on va dire le centre mutualisateur de la zone Afrique centrale qui compte 11 pays. Alors, 8 pays littoraux, de la Côte d'Ivoire au Gabon, et puis 3 pays continentaux, le Niger, le Tchad et la République centrafricaine. Alors, je pense que je confirme ce qui a été dit par mes prédécesseurs. Il faut savoir qu'en Afrique, la majorité des enseignants, j'ai même envie de dire la grande majorité des enseignants, sont recrutés localement. Et en zone Afrique centrale, on est à 80% des enseignants pour le 1er degré qui sont recrutés localement. Ce qui veut dire, comme ça a été dit aussi précédemment, qu'ils sont pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart issus des systèmes éducatifs des pays d'accueil et qui n'ont pas nécessairement appris dans leur formation initiale à transmettre ce principe. Ils en ont parfois une idée assez imprécise, et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte lorsque, fraîchement arrivé dans la zone, j'ai échangé avec des enseignants d'une école du Togo après un moment de recueillement, après l'assassinat de Samuel Paty, et on échangeait sur le travail qu'ils allaient faire en classe avec leurs élèves pour donner une réponse pédagogique à ce qui s'était passé.
Et là, je me suis rendu compte que parmi les enseignants qui étaient avec moi, plusieurs d'entre eux, bien sûr, tout en adhérant aux valeurs démocratiques, se trouvaient un peu démunis pour expliquer la situation et pour montrer à leurs élèves ce qui était en cause dans cet événement. Et on sentait bien qu'ils étaient preneurs, voire même avides de formation. Alors on a mis en place, pour commencer déjà, parce que les moyens, on va dire les possibilités de déplacement n'étaient pas toujours très commodes en raison des contraintes liées à la pandémie. Mais on a commencé par mettre en place déjà sur le Togo une formation qui était destinée, alors d'abord au personnel recruté localement, mais bien sûr dont les résidents pouvaient aussi, que les résidents pouvaient s'approprier sans problème. Et cette formation présente 3 axes. Un premier axe qui était de stabiliser les représentations, et là je rejoins un petit peu ce que disait le proviseur précédemment sur ces résidents qui arriveraient avec des idées un petit peu laïcardes sur le terrain, avec en face, enfin à côté d'eux, à leur côté, des recrutés locaux qui n'auraient pas une idée très précise du concept de la laïcité. Donc les mettre ensemble pour stabiliser les représentations, pour déconstruire les idées fausses qu'on se fait sur la laïcité et qui sont parfois encouragées par les politiques et par certains religieux. En même temps, un deuxième axe de travail était de sensibiliser les stagiaires aux concepts clés des grandes religions, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, sur un fond d'animisme, il y a les deux grandes religions, l'islam et le christianisme, s'expriment de façon très diverse et très variée. Donc l'idée, c'était de faire dialoguer finalement, bien sûr, laïquement, c'est-à-dire sur un plan culturel, sur un plan historique, sur un plan patrimonial, les religions entre elles. Et puis, troisième axe de la formation, c'était aussi d'aider les enseignants à faire prendre conscience à leurs élèves que une connaissance, c'est pas la même chose qu'une croyance, c'est pas la même chose qu'une conviction. Donc, leur apprendre à jouer à cette distinction. Alors maintenant, dans les classes, concrètement, comment les enseignants mettent en œuvre ce principe démocratique? Alors, je vais faire très rapidement, mais dans le premier degré, puisque même si on travaille énormément avec le second degré, dans des actions interdegrés, je suis plus spécifiquement, moi, un formateur, enfin, je prépare des formations plutôt vers le premier degré. Donc, dans le premier degré, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 3 cycles, vous le savez certainement probablement, le cycle maternel, dans lequel les élèves apprennent à se socialiser, ils se construisent comme une personne singulière dans un groupe. Et donc, ça leur permet déjà, dès la grande section, de pratiquer des débats, alors des débats philosophiques. Après, les termes, on peut choisir lequel on souhaite lui attribuer. Et je vous recommande d'ailleurs à ce sujet une capsule vidéo qui a été très bien faite par mon collègue de Dakar sur un débat philosophique qui est mené avec des élèves de grandes sections de maternelle et qui est très intéressant sur le sujet. Déjà que les élèves apprennent à s'écouter entre eux et à donner déjà leur avis. Au cycle 2, les actions sont un petit peu différentes. Alors, les élèves se détachent progressivement de leur monde vécu pour accéder au monde représenté. Ils ne se posent pas encore vraiment la question des valeurs et des principes, peut-être quand même à travers la question de la différence, les questions de justice. Et dès le cycle 2, on aborde ces questions à travers des albums. Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est L'agneau qui ne voulait pas ressembler à un mouton, par exemple. Et des petites vidéos, des petites capsules vidéo de dessins animés comme Vince et Lou. Et puis, il y a un niveau peut-être supérieur, j'allais dire, dont parlait Abdelnour Bidar tout à l'heure, c'était le fameux article 8 de la charte de la laïcité. C'était instituer des conseils d'élèves dans les classes et des conseils d'élèves au niveau de l'établissement. Alors, ils n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions. Le conseil d'élèves dans la classe, c'est plutôt pour réguler les actions, pour réguler le climat de la classe.
Et puis le conseil des délégués, c'est-à-dire des représentants des élèves des classes qui, eux, vont porter la parole de leur père et qui va avoir un champ de souveraineté un petit peu plus large avec des possibilités de devenir une force de proposition ou parfois même d'avoir des décisions à prendre. Et alors, l'intérêt de ces conseils, c'est que les élèves vont exercer leur écoute de l'autre, la prise en compte d'une idée différente de la leur. Ils vont pouvoir exprimer leurs propres avis et prendre des décisions et engager leurs responsabilités. On retrouve là les objectifs principaux d'un véritable enseignement des valeurs qui sous-tendent la laïcité. Après, au cycle 3, il y a le programme d'histoire chronologique, qui va donc permettre aux élèves d'appréhender tout le processus de laïcisation de la France. On peut démarrer à l'édit de Nantes, si on peut le considérer comme un prémisse à la laïcisation de la France, jusqu'à la Constitution de 58, et pourquoi pas la loi de 2004 et la charte de la laïcité. Donc là, on va plutôt être sur la lettre de la laïcité, j'allais dire, sur la façon dont la France, finalement, s'est dotée de principes pour aller vers les valeurs de liberté, d'égalité et de responsabilité. Voilà, donc le programme d'histoire va nous amener jusqu'à la charte de la laïcité, et la charte de la laïcité peut être étudiée au cycle 3 par les élèves en l'adaptant, en la scénarisant, en l'expliquant. Et puis des expositions, des affichages, comme vous en avez entendu parler précédemment, peuvent aussi être organisées, des actions médiatisées aussi peuvent être organisées, et qui ont l'avantage de donner une finalité bien identifiée aux élèves. Alors ça peut se faire un petit peu, j'allais dire partout, en France aussi, mais dans un établissement français à l'étranger, on va dire il y a 3 spécificités. La première spécificité, c'est que on peut aborder, comme on le disait aussi précédemment, là je me sens dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, on peut aborder d'abord l'esprit de la laïcité, chercher des points de concordance entre le modèle qui est présenté dans les établissements et puis les sociétés des pays d'accueil, trouver des passerelles de concordance entre les deux modèles, donc en insistant plutôt sur les valeurs démocratiques, l'égalité, la liberté, la responsabilité, l'ouverture sur l'altérité, donc le travail que peuvent faire les établissements avec d'autres établissements du pays d'accueil sont aussi un gage d'ouverture sur la différence. Et peut-être réserver la lettre donc, de la laïcité, je me répète, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État, la neutralité, au programme d'histoire qui sera vu en CM1, CM2, puis en 6e, 5e et au cours du collège. La deuxième spécificité d'un établissement français à l'étranger, je pense que c'est aussi l'appartenance à un réseau, par définition. Et le réseau AEFE jalonne l'année scolaire de plusieurs actions, de plusieurs événements auxquels peuvent s'associer les établissements. Et je pense notamment à la dernière semaine des lycées français du monde qui avait pour thème la citoyenneté, et nombreux ont été les établissements de la zone Afrique centrale qui y ont participé. Enfin, et je terminerai par là, et Vassiliki Driancourt en a parlé dans son introduction, la question de l'interdegré est primordiale. Et non seulement la question de l'interdegré, la question de l'interdegré, elle est primordiale, et en plus, elle est favorisée par la chance qu'ont la plupart des lycées français, c'est d'accueillir sous un même toit ou sous une même structure, on va dire, pas tous bien sûr, mais beaucoup d'entre eux, les élèves de la maternelle jusqu'à la terminale. Et donc, ça leur donne la possibilité d'élaborer, d'organiser de véritables parcours citoyens dans lesquels peuvent s'inscrire les actions qui ont trait à la laïcité, et d'organiser un travail entre le premier et le second degré pour assurer une véritable progressivité, une véritable continuité des actions liées à la laïcité, plus largement aux actions citoyennes, dans un établissement français. Et c'est pour ça que, comme inspecteur,
les deux principales missions aujourd'hui au sujet de la laïcité que je me vois porter, c'est à la fois, comme je disais en entame, la formation des néo-recrutés sur les questions de la valeur de la République, des valeurs de la République, notamment de la laïcité, et en même temps la promotion des parcours citoyens au sein des lycées de la zone Afrique centrale. Voilà, merci. Merci Didier. Alors, Édouard Collin, EMCP2 à Santiago. Didier Giraud a dit énormément de choses. Pour la partie second degré, en tant que formateur, quels éléments, quelle position, quelle attitude pour emmener le plus possible d'enseignants sur ces problématiques et pas les seuls enseignants d'histoire-géographie? Oui, alors merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, Édouard Collin, donc je suis EMCP2 d'histoire-géographie à Santiago du Chili pour encore quelques heures puisque ma mission se termine ce soir. Et c'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur donc j'interviendrai aujourd'hui dans ce colloque. Je commencerai par dire comme élément préalable que la laïcité, c'est l'affaire de tous les enseignants et des personnels. Si on s'appuie sur la charte de laïcité sur les services publics, il est bien dit qu'il appartient aux responsables des services publics de faire respecter le principe de laïcité dans l'enceinte de ces services. Ainsi, la mission du professeur, de tous les professeurs, c'est bien de développer et confronter le libre arbitre de chacun, garantir l'égalité entre les élèves et promouvoir une fraternité ouverte à tous. Le professeur a donc trois postures importantes. Se comporter de façon laïque, c'est la question de la neutralité ou de l'impartialité, on va y revenir. Enseigner de façon laïque, pour permettre l'émancipation, le libre arbitre, l'esprit critique pour nos élèves. Et enfin, enseigner la laïcité, c'est-à-dire la transmission de ces valeurs. Alors, quel est l'appui des formateurs, justement, pour les enseignants autres que l'histoire-géographie, pour qu'ils s'investissent dans des projets autour de la laïcité? Je dirais d'abord que le rôle du formateur, il est double. Le rôle du formateur, c'est d'abord de faire connaître la laïcité française, donc ses principes, son histoire, ses débats, la pédagogie propre à chaque discipline et la pédagogie propre à la transmission de ces valeurs de la République. Puisque seule une laïcité bien comprise peut être une laïcité bien transmise. Et de ce point de vue-là, la formation des personnels à ce qu'est la laïcité à la française, des personnels recrutés locaux, mais pas seulement, est fondamentale. Et Didier Giraud en a parlé à l'instant. Deuxième rôle du formateur, c'est de faire susciter l'adhésion des personnels aux valeurs de cette République et aux valeurs de la laïcité. C'est donc une pédagogie de l'adhésion, d'accepter le dialogue, accepter le débat, accepter l'expression critique des élèves, d'où l'importance de la contextualisation locale. J'aurai l'occasion d'y revenir tout de suite. Notre rôle de formateur est donc d'initier, impulser, accompagner des projets pédagogiques autour de la laïcité pour créer, fabriquer du commun. Alors, quels sont nos leviers? Nos leviers en tant que formateur, j'en verrai 4. Le premier, bien sûr, c'est la question des programmes et des valeurs qui y sont associées. Alors, je n'y reviens pas, Monsieur Giraud en parlait tout de suite. C'est la question des cycles, d'une progressivité entre le premier degré, le second degré, collège, lycée. Et puis la question des matières pour le secondaire, puisque à l'histoire-géographie est plutôt, son rôle, c'est plutôt les apports théoriques sur la séparation de l'Église et de l'État, l'histoire de la laïcité, la contextualisation de sa naissance. L'EMC et la transmission de ces valeurs, mais les autres disciplines aussi, qui ont toutes un rôle dans le faire vivre la laïcité dans l'établissement. Et j'insiste dessus, c'est qu'il faut mettre en œuvre une pédagogie de projet, s'appuyer sur des cas concrets, s'appuyer sur des cas qui parlent pour nos élèves, puisqu'une pédagogie descendante de la laïcité ne fonctionne pas. Deuxième point, ça va être d'impliquer tous les enseignants et toutes les matières. Alors,
C'est ce dont parlait M. Bidard tout à l'heure, hein, avec la pédagogie de la laïcité. Il a publié de nombreux éléments de réflexion et d'accompagnement des personnels sur cette question. Je m'appuierai, moi, avec l'exemple de l'enseignement des faits religieux. On peut parler aussi des sciences, mais c'est un domaine, évidemment, que je maîtrise moins. On voit bien dans l'enseignement des faits religieux que les textes littéraires, des programmes de lettres, la culture religieuse nécessaire à l'étude de l'histoire des arts ou de la littérature, certaines thématiques des programmes de philosophie, je pense à des questions comme l'État, la religion, la croyance, la raison, les productions artistiques des élèves, le théâtre par exemple, les sorties pédagogiques en extérieur, tous ces objets, tous ces éléments dans lesquels en fait la question des faits religieux, elle peut être présente. Et donc, va être objet de débat. Alors, notre rôle, ça va peut-être être de faire comprendre d'abord le caractère patrimonial de ces œuvres, étudiées, Bible, Coran, écrits de tel ou tel auteur religieux, et d'insister sur la différence entre croyance et connaissance. Deuxième point, c'est que l'enseignant doit donc aborder ces œuvres dans leur rapport culturel, pour leur appartenance au patrimoine mondial de la culture, ce que j'appellerais un bien universel de l'humanité. Et bien travailler avec les collègues sur la posture professionnelle du professeur, on en parlait tout à l'heure, qui doit accepter les interrogations, les débats, les postures d'élèves, sachant que ce n'est pas l'élève qui est laïque, mais bien l'école. Et que de ce point de vue-là, il va falloir travailler avec les professeurs sur cette posture professionnelle qui accepte le débat en classe, dans le cadre, évidemment, du respect des valeurs de la République, du respect des autres et du refus du prosélytisme. Ça va être donc, troisième point, d'étudier ces textes de façon laïque, de façon impartiale. Le rôle du professeur, il n'est pas de faire croire, mais il n'est pas d'empêcher de croire, et de permettre la liberté totale de l'élève, d'où l'importance de la neutralité ou l'impartialité du professeur. Et enfin, permettre l'acquisition d'une culture générale commune et de principes de libre discutabilité de tous les textes dans les enseignements et dans l'école. Alors, c'est bien pour faire vivre cet esprit de la laïcité que des projets importants peuvent être menés. J'y reviendrai tout de suite, mais je pense avec différentes matières, avec la vie scolaire, c'est fondamental puisque les vies scolaires dans notre réseau ont des cultures souvent très différentes et sont souvent composées majoritairement de personnels locaux. Je pense à des actions autour de la formation des délégués, par exemple, j'aurai l'occasion d'y revenir. Troisième point, troisième levier pour le formateur, c'est l'importance de la contextualisation locale et de la mise en dialogue des modèles laïques, du modèle français avec les modèles laïques ou non locaux. Il me semble fondamental pour que les élèves comprennent ce qu'est la spécificité de la laïcité à la française, de la comparer et de la confronter aux autres modèles. On avait eu un DNB, un diplôme national du brevet, il y a quelques années, qui portait sur la laïcité. On s'était rendu compte que pour 1% des élèves seulement, on avait une définition juste de la laïcité, et pour beaucoup, elle était vue comme liberticide. Et c'est là que d'interroger la laïcité, la comparer avec les modèles locaux, permet justement de dégager avec les élèves et faire comprendre que le principe de laïcité français, c'est d'abord un principe de liberté et de justice, comme disait M. Bidard tout à l'heure. J'ai fait une mission très récemment au Brésil, via Zoom, je vous rassure tout de suite, autour de justement la laïcité, et on travaillait avec les collègues sur comment mettre en œuvre l'année prochaine un projet autour de la laïcité dans un contexte très tendu actuellement au Brésil, contexte bolsonariste, de manifestations religieuses, de présence des symboles religieux dans l'espace public, dû au développement des églises évangélistes, mais pas seulement, des réactions d'autres églises, etc. Pour ce faire, on peut aussi s'appuyer sur les cadres pédagogiques locaux. Permettez-moi aussi une petite anecdote. J'étais en formation au lycée de La Paz, en Bolivie, il y a quelques années, et c'était un lundi matin, on s'est arrêté puisqu'il y a la cérémonie de levée de drapeau, discours du proviseur, etc.
Donc, très, très important tous les lundis matins. Et on a travaillé ensuite avec les collègues pour voir comment ces cérémonies peuvent être utilisées pour justement diffuser cette laïcité à la française. Enfin, le rôle du formateur, la spécificité de l'enseignant expatrié à mission de conseil pédagogique du second degré, c'est d'être responsable de la formation continue des personnels, donc dans le cadre du FCP, les stages, mais aussi l'accompagnement et le suivi des équipes disciplinaires dans le cadre des missions de conseil pédagogique, et enfin de la formation et l'accompagnement des recrutés locaux, particulièrement dans le cadre des parcours néo-recrutés. Et pour ce faire, on peut tout à fait être mobilisés, nous, formateurs, dans la mise en œuvre de projets qui sont des projets d'établissement de pays ou de zones autour de ces thématiques de laïcité. J'ai eu l'occasion, par exemple, au Chili, de développer des conseils de vie de classe, dont parlait M. Giraud tout de suite, conseils de vie de classe, et en fait, on a instauré au collège que l'ensemble des heures de vie de classe, qui étaient souvent peu efficaces et un peu descendantes, les heures de vie de classe s'organisent selon la modalité d'un conseil de vie de classe. Ce qui a permis de diffuser, alors avec une auto-organisation des élèves, ce qui a permis de diffuser cette culture du dialogue, cette culture du respect, cette culture de l'engagement chez nos élèves. Et ces conseils de vie de classe, dans toutes les heures de vie de classe du collège, ont permis un dialogue ensuite avec le CVC et avec le CVL. Donc pour conclure, je dirais que former les professeurs, c'est aussi former les élèves, et qu'il me semble fondamental que notre rôle de formateur, c'est que cette laïcité soit bien comprise pour être ensuite bien transmise. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Collin. Comme vous venez de le dire au tout début de vos propos, la laïcité, c'est l'affaire de tous les personnels dans un établissement, au service bien sûr de nos élèves. On l'a vu aussi tout à l'heure dans le témoignage de Madame Akiwi. Son témoignage a montré que le projet mené sur la laïcité se fait aussi en lien direct avec les parents d'élèves. C'est la raison pour laquelle, tout naturellement, et pour le dernier témoignage de la matinée, nous avons souhaité recueillir celui d'Ahmed Mernissi. Ahmed Mernissi, c'est avant tout un ancien élève du réseau au Maroc. Il a connu plusieurs établissements de Fès à Casablanca. Aujourd'hui, il continue de beaucoup œuvrer pour le réseau de l'enseignement français à l'étranger, puisqu'il est le président de l'association des anciens élèves du lycée Lyautey. Lycée Lyautey qui d'ailleurs va fêter cette année son centenaire. Donc c'est à saluer. Et puis il est également vice-président de l'association Union ALFM, association qui, en son sein, associe bon nombre d'associations d'anciens élèves dans le monde entier, et puis également tout simplement des anciens élèves directement qui s'inscrivent auprès de cette association. Et puis, Ahmed Mernissi, vous êtes également parent d'élèves. Vous avez été parent d'élèves, vos enfants ont un peu grandi, ils ne sont plus au lycée, mais vous avez confié vos enfants au lycée français, et notamment celui de Casablanca. Donc là, la première question qu'on a envie de vous poser en cette fin de matinée, c'est pourquoi, selon vous, il est important que la laïcité soit travaillée dans le cadre des salles de classe avec les enseignants? Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je voulais tout d'abord vous remercier, Monsieur Olivier Brochet, donc, pour son invitation à ce colloque, et plus largement remercier l'AEFE. Mais par contre, je voulais surtout remercier, à travers vous, tout le personnel administratif et enseignant que j'ai eu durant ma scolarité. Parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. En fait, les lycées français à l'étranger ont fait de nous des citoyens du monde au vu du brassage multiculturel. D'accord ? Les populations qui sont dans ces lycées, donc, dans ces établissements, sont vraiment de toute race, de toute nationalité, de toute ethnie, et tout ça, c'est fait pour bien vivre ensemble, n'est-ce pas? Donc, vous nous avez enseigné une ouverture d'esprit universelle qui nous donne une facilité de mobilité et d'intégration
où que nous soyons. Vous nous avez appris à vivre ensemble, donc dans un cadre où liberté, égalité, fraternité, laïcité, tolérance, tous ces mots ont un sens profond pour nous. Je sais, est-ce que... Non, on vous a tout à fait bien entendu. Et la seconde question qu'on a envie de vous poser, c'est finalement, à votre avis, quel rôle les parents d'élèves de l'enseignement français à l'étranger peuvent-ils jouer auprès des équipes éducatives, auprès des enseignants, des personnels enseignants, au sein des établissements, pour justement les accompagner dans ce rôle nécessaire de l'éducation et d'une éducation qui fait glisser en son sein tous les principes de la laïcité? Alors, je pense que la laïcité doit être un peu plus enseignée à l'école. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit depuis le début de ce forum. D'ailleurs, c'est difficile de parler à la fin parce que tout a été dit, presque. Et surtout, elle doit être bien comprise par tout l'écosystème autour des lycées français dans le monde. Bien enseigner les religions à l'école laïque, au lieu de laisser la rue le faire à sa place. Parce que sinon, ça va être la rue qui va enseigner les religions, et ça, c'est peut-être pas ce qu'on veut. C'est pour cela qu'il faut créer un projet de dialogue permanent, ça a été dit, entre les instances dirigeantes des lycées, que ce soit les professeurs, les cadres administratifs, les familles, les anciens élèves, bien sûr, qui sont là généralement pour aussi donner leur vécu, et puis généralement, ils ont déjà une place dans la société, donc peut-être ils sont écoutés, et en y intégrant aussi, bien sûr, les enfants. Il faudrait aussi, à mon avis, faire participer beaucoup plus les parents, et pourquoi pas, donc, avec les anciens élèves toujours, dans les missions d'accompagnement, de sortie scolaire, qui, à mon avis, sont toujours des ouvertures sur le monde. Je n'oublierai jamais les visites que nous avons faites, par exemple, bon, si vous connaissez un peu le Maroc, à Volubilis, cité romaine, en plein milieu du Maroc. Et dans un cadre de vivre ensemble, pourquoi pas faire une sortie dans la même journée où on visiterait une église, une synagogue et une mosquée. C'est très facile au Maroc d'avoir les trois dans un périmètre assez restreint. Donc, tout ça, ça servirait surtout à ce que tout le monde puisse savoir et comprendre et respecter encore une fois les autres personnes et les accepter en fait tels qu'ils sont et non pas autrement. En résumé, ça a été dit aussi, c'est l'instruction un petit peu du savoir-vivre ensemble qu'il faut que vous puissiez inculquer à nos enfants ou à vos enfants, puisque ce sont les vôtres aussi. Peut-être pourriez-vous mettre en place aussi un conseil, j'appellerais ça un conseil de valeurs, qui se réunirait dans l'urgence en cas de suspicion d'un problème. Ça a été vu un petit peu, je crois, à Bamako, où siégeront les corps enseignants, l'administratif, les parents d'élèves, les anciens élèves, c'est ce que j'ai dit. Donc, ce conseil aurait un but, bien sûr, seulement consultatif, de médiateur, voilà, basé sur le dialogue, sans aucune répression. Je pense que... Merci beaucoup, Monsieur Mernissi, de votre temps et d'avoir attendu la fin de cette matinée et d'avoir suivi tous les travaux depuis 9 heures. Merci beaucoup. Sans transition, donc, maintenant, je passe la parole à notre directeur. Merci Bruno. Je laisserai le mot de la fin à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Et je voudrais juste, avant de lancer le message qu'il a bien voulu enregistrer hier pour s'adresser à vous et par votre intermédiaire à l'ensemble du réseau de l'enseignement français à l'étranger, moi je voudrais, juste avant de laisser la place au secrétaire d'État, remercier d'abord ceux qui nous ont fait le plaisir, l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, monsieur le sénateur Lecomte qui nous a rejoints, Laurence Aganoer qui est la directrice des Français à l'étranger de la DFAE, Jean-Christophe Possel qui est le conseiller pour les affaires religieuses auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères,
Dominique de Priester qui a dû partir, mais qui est le chef de la mission langue française, éducation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Leur présence aux uns et aux autres, ainsi que celle de notre président, de Bruno Fouché, y compris dans ses fonctions spécifiques auprès du ministre, montre l'intérêt, l'importance de notre réseau, bien entendu, pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais également l'importance de vos missions et sur des sujets de très grande sensibilité, d'une très grande complexité, où vous avez pu voir au travers des différentes interventions de la matinée que personnellement j'ai jugées extrêmement riches, et j'espère qu'on pourra les consulter, les regarder à nouveau sur notre site Internet, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, je pense, qui peuvent vous servir pour vous, mais aussi à diffuser auprès de vous dans le cadre de vos fonctions. Donc, une matinée très riche, et je remercie vraiment l'ensemble des intervenants, ceux qui sont montés ici sur scène, ceux qui sont intervenus à distance, de s'être prêtés au jeu de ce colloque, d'avoir apporté beaucoup d'informations, beaucoup d'éclairages qui, je pense, seront utiles à l'ensemble des personnels du réseau, mais pour vous, équipe de direction en partance pour le réseau, peut-être vous aideront à faciliter votre arrivée en poste. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci également à tous ceux qui ont organisé ce colloque au plan matériel, au plan intellectuel. Il y a eu un gros travail de mener dans les derniers mois avec les uns et les autres, toute l'équipe de direction, les inspecteurs de notre direction de l'enseignement, de la formation, les chefs de secteur, etc. Enfin, ça a été un travail collectif, je ne peux pas remercier chacun, mais merci beaucoup.